Docteur en pharmacie, Siré, chercheur indépendant, n'a pu effleurer sa carrière d'enseignant-chercheur parce que des incompétents inconscients lui ont brisé une prometteuse carrière. Dans ses 4 tomes intitulés Prince Brexit, l'enfant de Kaolack le rappelle avec des mots crus. Le pharmacien d'officine et syndicaliste que vous êtes est enfin gourmet de la recherche fondamentale. Votre passion repose sur les STEM, les sciences, les jeux. Docteur Siré, bonjour. Bienvenue dans l'émission Auteur. Bonjour, M. Samba Abdouba. Très heureux de venir partager le contenu de ce livre avec vous au niveau de Dakaractu. Le plaisir est partagé. Est-ce que vous êtes d'avis, est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle les pharmaciens sont un peu, enfin, pas les pharmaciens, mais quand même les scientifiques avec des mots un peu compliqués? Pourquoi toujours dans la complication? En fait, c'est la manière dont on enseigne les sciences. Parce que c'est des mots techniques, c'est des mots composés, c'est comme ça qu'on nous les enseigne. Par exemple, si je prends le nom des animaux, au lieu de dire l'homme, l'être humain, on dit Homo sapiens. Ça a un sens. Homo, ça veut dire le genre, sapiens, ça veut dire celui qui sait. Quand on dit Homo sapiens, ça veut dire celui qui est conscient de son savoir. Et que donc c'est comme ça que presque toute la nomenclature, toute la terminologie de la science, c'est comme ça que ça a été bâti. On essaie de donner du sens aux mots. Et donc du coup, des fois, c'est pas simple. Pour dire comment on enlève une asymptote, on dit une désasymptotisation. Voilà. Donc en jouant sur les préfixes ou bien les suffixes, on enchaîne des mots, on est obligé de déboucher sur des mots qui sont bâtis comme de la sorte de manière barbare, comme vous dites. D'accord. Okay. Alors, vous êtes un enfant de Kaolack. Vous avez fait des études entre Koungheul ou Kaffrine et des universités également à Dakar. Et dans ce livre également, vous dites vous n'avez pas pu faire la carrière que vous vouliez faire parce que des incompétents, des inconscients n'ont pas quand même permis à ce rêve que vous le réalisez. Oui, très jeune, j'ai voulu être enseignant. Dans le quartier à Kaffrine déjà et à Kaolack, au niveau de la cité universitaire. Mon papa, c'était un chef de gare, un cheminot. Il m'arrivait de regrouper les enfants du quartier à jouer à l'instituteur. Je prenais des copies doubles, je demandais de venir à eux, de leur montrer les règles de grammaire, d'arithmétique, géométrie, etc. Alors très tôt, j'ai voulu être enseignant. Quand je suis allé en pharmacie, avant de finir le premier cycle, la première et la deuxième année, on doit faire un stage en pharmacie, en officine, c'est-à-dire là où on détient les médicaments pour les vendre. À vrai dire, au moment de m'inscrire en pharmacie, c'est ce que je connaissais de cette discipline, de cette voie. Mais c'est au décours du stage que je me suis dit que tiens, écoute, ça, c'est pas ma voie. Pour venir ici vendre des médicaments, calculer des ordonnances, ça ne risque pas d'être ma voie. Par la grâce de Dieu, il y a eu, en pharmacie, quand on arrive à la 4e année, il y a des options. Option biologie, option industrie, option officine. En fonction des performances qu'on a dans telle ou telle matière, on peut être orienté dans telle voie ou bien telle option, comme on fait en seconde au niveau après le brevet. Moi, par rapport à mes notes et mes ambitions, c'est en ce moment-là que je voulais laisser tomber la pharmacie d'officine, là où on vend les médicaments, pour aller faire de la recherche. Après la thèse, ils m'ont recruté au département de pharmacie pour faire de l'enseignement de la recherche dans une discipline qu'on appelle la pharmacologie. Alors, malheureusement, cette discipline s'arrête ici à Dakar. Il faut une bourse pour aller terminer les études de la formation en France. Alors c'est là où ça a coincé un peu parce que chaque année on me demandait d'attendre la bourse pour l'année suivante, l'année suivante. J'étais jeune, à un certain moment, j'ai claqué la porte. J'ai dit que peut-être que les gens ne voulaient pas. Parce que d'autant plus qu'à l'époque, on donnait la bourse aux promotionnaires, à des gens qui étaient là en même temps que moi, et que ça coinçait un peu. Étant jeune, je ne pouvais pas comprendre qu'on donne à X la bourse pour aller terminer la formation et qu'on ne la donne pas à Y ou bien à Z. Tombé sur les pieds, vous nous revenez avec 4 tomes, 20 chapitres, ce qui fait quand même un temps d'écriture énorme, mais également un temps de lecture également volumineux. Prince Brexit, pour dire quoi exactement, docteur Siré?
Naturellement, Prince, ça renvoie à un livre célèbre que presque tous les hommes politiques ou bien tous les grands chercheurs ont lu. C'est Le Prince de Machiavel. Par Prince, Machiavel voulait dire ou bien voulait signifier le régnant, qu'il s'appelle un président de la République, un roi, un premier ministre, un monarque, un oligarque. C'est que la personne ou bien l'entité qui dirige un État, quelle que soit la forme de cet État, c'est ça qu'on appelle le prince. Et Machiavel a écrit un grand livre que les gens ont lu et relu. Personnellement, je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs. Alors, dans ce livre, Machiavel essaie de peindre ce qui est le prince, qu'est-ce qu'il fait, par quelle voie il passe pour arriver au pouvoir, mais également qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est ça qui a fait la célébrité de son livre. Mais j'ai essayé de regarder à gauche, à droite, traversant le temps, l'espace, avec les États modernes, pour voir comment les gens quittent le pouvoir. Ce complément dans ce travail de Machiavel, c'est ça que j'ai voulu faire. Essayant de voir comment les gens se succèdent au pouvoir, comment les gens quittent le pouvoir. Alors, Brexit, si vous regardez l'orthographe du mot, il y a des mots semblables qui sont dans l'air du temps. On parle de Brexit depuis un certain référendum avec la Grande-Bretagne qui cherche à quitter l'Union européenne. Auparavant, on a parlé de Grexit quand la chancelière allemande voulait faire sortir la Grèce de l'Union européenne. Et lors de la dernière présidentielle de la France, un des candidats avait parlé de Frexit, signifiant que s'il était élu, la France elle-même quitterait l'Union européenne. J'ai regardé l'autographe de Brexit, de Grexit, de Brexit et de Frexit. Il m'est venu l'idée, comme je suis en train d'étudier comment les gens quittent le pouvoir, j'ai proposé ce vrai faux néologisme de Brexit. Si vous regardez l'autographe, il y a PER pour signifier prince. Au-dessus, avec prince, il y a in, dans le sens, dans plusieurs langues, notamment l'anglais. In, ça veut dire vraiment quand on est dedans, quand on est en train d'exercer le pouvoir, etc. Fort heureusement, ex signifie le contraire. C'est-à-dire que quand on quitte cette chose, cette fonction, il reste 4 lettres. Pour prince, c'est E, pour Brexit, IT. Et ces 4 lettres, quand on les anagramme, c'est-à-dire quand on les écrit d'une certaine manière, ça nous donne le terme de cité. Or, la politique n'est rien d'autre que l'art de gérer les affaires de la cité. Prince, c'est quand on est aux affaires. Brexit, c'est quand on quitte les affaires. Alors justement, c'est un livre qui tombe à pic. On est en pleine campagne électorale au Sénégal, avec l'approche des élections le 24 février. Alors quelle est la notion, le rapport avec la notion d'État, par exemple? Il fallait voir comment les États, ce que nous appelons aujourd'hui États modernes, se sont constitués. D'après mes lectures, c'est Machiavel lui-même qui, le premier, a eu à proposer le terme ou bien le concept de Stato, parce que c'était un latin, c'était un italien, Stato, pour signifier État, disant que c'est cette chose qui transcende, qui dépasse le gouvernant lui-même, mais également même la forme de gouvernement dans les États. C'est ce que les anglophones ont repris sous le terme de state et que les francophones parlent de État. Donc il fallait, avant même d'insister sur le cas du Sénégal, essayer de voir comment quelques États se sont constitués. Je prends l'exemple de la Chine, l'exemple de la France, de l'Allemagne, de l'Afrique du Sud, du Libéria, etc. Donc comment ces États se sont constitués. Et pour le cas du Sénégal, ce sont ces morceaux, excusez-moi, qui sont issus de l'ancien empire du Ghana, ancien empire du Mali, ancien empire du Songhai, avec la chute de ces empires. Ndiaye, par exemple, pour le cas du Sénégal, a constitué un royaume qu'on appelle le Djolof. C'est la charpente, c'est l'ossature de ce qui allait devenir le Sénégal, parce qu'en ce moment-là, le royaume du Djolof vassalisait le Waalo, le Fouta, le Sine, le Saloum, le Caire, etc. Et c'est à la suite de luttes que ces entités, ces royaumes ont obtenu leur indépendance. Et ces entités géographiques allaient déboucher sur ce qu'on va appeler à partir de 1960 le Sénégal.
Alors, ce n'est pas uniquement un livre scientifique, un livre mathématique. On y voit quand même certaines phrases comme les assises nationales du Sénégal. On y voit également l'affaire des droits de l'homme, la corruption, la boulimie foncière. Alors, est-ce que quand même vous avez voulu faire ressortir cette notion, ce rapport à l'histoire, aux dates et à la chronologie? Bien sûr. Interconnexion de tout cela? Oui, bien sûr. J'ai dit très tôt que celui qui n'aime pas la dispersion risque d'avoir des problèmes avec ce livre, puisqu'il fallait ratisser large. Il y a pratiquement tous les sujets qui concernent le Sénégal depuis quelques décennies qui sont traités dans ce livre. Je voulais faire une narration analytique. Jusque-là, qu'est-ce qui se fait? C'est le journaliste, c'est l'historien ou bien les gens des grandes places de notre pays qui racontent l'histoire que nous écrivons, c'est-à-dire l'histoire de notre société, de notre pays qui s'écrit. J'ai voulu dire, écoutez, il faut qu'en se racontant elle-même, je parle des mathématiques, en se racontant elle-même dans le livre, les mathématiques doivent trouver un rôle, c'est-à-dire comment raconter cette histoire. C'est comme si les mathématiques se transformaient en raconteur, si vous voulez, pour essayer de conter cette histoire. À mon avis, c'est assez original, il fallait y penser. À côté de l'historien qui fait de l'histoire, à côté du journaliste qui traite de l'actualité, à côté des gens des grandes places qui vitupèrent un peu pour dire n'importe quoi, de défendable et non défendable, il fallait trouver une originalité, donner aux mathématiques leur chance de dire qu'est-ce que les mathématiques pensent de notre société. Bien sûr, ça va avec des chiffres, des courbes, des calculs, des tableaux, des équations et tout. Mais c'est comme ça que je l'ai pensé. Il fallait peut-être le faire et j'ai sauté. Justement, qu'est-ce que les mathématiques pensent de la politique menée actuellement au Sénégal? Alors, vous savez, on t'achemine vers des élections le 24 février. Qu'est-ce que les mathématiques pensent quand même de tout ce remue-ménage depuis le démarrage de la campagne jusqu'à aujourd'hui vote? Vous savez, les chiffres sont froids. Les chiffres sont froids. Et ce n'est pas parce qu'ils dorment, non, les chiffres ne dorment pas. C'est nous qui pensons que les chiffres ne... C'est pas parce que parmi les choses qui ont déclenché ce livre, dans ma jeunesse, j'ai suivi un jour une émission de folklore, de création de culture, etc. Quelqu'un avait dit à quoi servent les mathématiques. Alors ça m'avait révolté. Bon, je ne pouvais pas argumenter grand-chose. C'est comme une sorte de réponse à ce questionnement-là, parce que c'est sorti de la bouche de cet animateur, mais beaucoup de gens le pensent à quoi servent les mathématiques. Tiens, écoute, j'ai observé des faits. Je me suis rendu compte qu'entre 1958 et 2012, il y a eu 10 élections présidentielles en France. 10. Entre 1963 et 2012, il y a eu 10 élections présidentielles au Sénégal. L'élection d'Emmanuel Macron, c'est la 11e élection présidentielle française, sous la 5e République, bien sûr. L'élection de 2019, à partir dont le premier tour se joue le 24 février prochain, sera la 11e élection présidentielle au Sénégal. Alors, pour quelqu'un comme moi qui aime la symétrie, l'effet miroir, c'est déjà une mine d'or. 10 élections présidentielles en France, 10 élections présidentielles au Sénégal. Une élection qui s'organise de la même façon. Suffrage universel direct à 1 ou 2 tours. J'ai dit, tiens, il faut essayer de voir en quoi ces deux élections dans ces deux pays sont identiques ou différents. Mieux, pour encore donner plus de poids à mes conclusions, je me suis dit, tiens, on pourrait se débarrasser même des 4 premières élections en France et des 4 premières élections au Sénégal. Pour certaines raisons, peut-être qu'on n'aura pas le développé ici. Il va nous rester 6 pour la France et 6 pour le Sénégal. 81 pour la France, 88 pour la France, 95 pour la France. 83 pour le Sénégal, 88 pour le Sénégal, 93 pour le Sénégal. Si vous regardez bien, vous vous rendez compte que ce sont 3 élections, les 3 dernières élections avant l'an 2000.
ou bien le siècle dernier, ou bien le millénaire dernier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? 2000 pour le Sénégal, 2007 pour le Sénégal, 2012 pour le Sénégal. Pour la France, ça donne 2002, 2007 et 2012. J'ai fait dans le texte sous forme de tableau. Vous savez, les scientifiques aiment les tableaux, on part des tableaux. Et quand des chiffres, dans un même domaine, quand des chiffres s'enchaînent, ça fait sortir beaucoup de significations. Au lieu de croire que ces chiffres sont froids, ils sont en train de dormir, non, au contraire, il était question de les faire parler. En regardant ces chiffres, j'ai isolé des paramètres. Je parle par exemple d'un paramètre particulier que j'appelle le trop d'air. TRO, trait d'union, DER. Pour dire qu'on s'est longtemps focalisé, par exemple pour le cas du Sénégal, sur une bipolarisation de la vie politique. En ce moment-là, on parlait d'Abdou Diouf, d'Abdoulaye Wade ou bien du Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais. Si vous regardez ce que disent les chiffres pour accompagner cette période, vous allez voir que effectivement l'essentiel de l'électorat allait au niveau de ces deux candidats. C'est pourquoi les gens parlaient de bipolarisation. Et le reste, c'était insignifiant. J'ai fait des secteurs des fromages dans le livre, c'est très parlant. Alors, que signifie trop d'air? Je l'oppose à, j'aime la symétrie, je l'oppose à duo de tête. Duo de tête, quand on dit duo, c'est deux. C'est-à-dire que les deux candidats qui arrivent en tête lors du scrutin, par rapport au reste, trop d'air, du troisième au dernier. C'est extrêmement important, les gens n'y ont pas prêté attention et j'ai insisté dans le livre. C'est comme Kader aussi, du quatrième au dernier. Maintenant, avant 2000, ce trop d'air n'était pas significatif, mais si vous regardez dans le livre, les courbes et les secteurs, vous verrez que c'est ce trop d'air qui fait le deuxième tour ou bien ne le fait pas. Parce qu'à partir d'un certain moment, le troisième candidat est venu casser cette bipolarisation avec un score assez intéressant. Et par deux fois d'ailleurs, quand il y a eu alternance dans ce pays, c'est tombé sur le candidat Moustapha Niasse de l'AFP. Avec le score qu'il a fait en 2000 et en 2012, le trop d'air a grignoté significativement la part du duo de tête. Et si vous comparez les secteurs ou bien les histogrammes, c'est suffisamment parlant. C'est-à-dire que dans notre pays, ce n'est pas forcément le candidat classé deuxième qui amène le candidat sortant au second tour, mais c'est surtout le wagon de derrière, c'est-à-dire amené par le troisième, que j'appelle le trop d'air du troisième au dernier, c'est ça qui joue l'élection. Et depuis 2000, il semble y avoir une importance de ce trop d'air amené par ce candidat classé troisième. C'est ça qui est la clé, aussi bien en France qu'au Sénégal, c'est ça qui joue la clé de l'élection. Et en France, les gens ont parlé de faiseur de loi. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est ce que vous expliquez également dans le tome 2 où c'est mentionné comparaison d'inspiration algorithmique, où on voit également les photos de présidents de la France, du Sénégal, mais également des États-Unis. Cette comparaison également qui fait un peu ce que vous venez d'expliquer pour l'élection également au Sénégal. Je vous dis qu'en Afrique, il y a eu des changements de régime terribles, très durs. En Amérique, vous voyez, sur les 37 dernières années, il y a eu 10 mandats sur les 39 dernières années. 10 mandats, 6 présidents. Et j'ai pris cette photo puisque les mandats sont tellement courts dans ce pays que 5 présidents ou 6 peuvent se retrouver dans le bureau ovale et prendre une photo en même temps. Par rapport à ce que nous faisons nous ici, pensez à Kadhafi, pensez à Sankara, pensez à Samuel Doe et Lumumba, les gens durent tellement au pouvoir que non seulement par rapport aux relations terribles, les gens ne peuvent même pas se retrouver peut-être dans la même ville en même temps, parce que quand l'autre s'installe, l'autre est en train de fuir. À partir de quand est-ce que nous aurons, comme sur cette photo des États-Unis, 4 ou 5 derniers présidents qui se photographient dans le bureau qu'ils ont occupé dans le temps? J'aime la symétrie, j'aime opposer les choses comme le logarithme et l'exponentielle. Alors notre pays a la chance de ne pas connaître ces barbaries, excusez-moi
que l'Afrique a connues, mais également, il ne faut pas se voiler la face, notre pays également n'a pas atteint cette quasi-perfection de la démocratie dans ces... Donc, je veux dire que nous sommes à mi-parcours, nous réclamons, nous nous revendiquons démocrates, nous devons faire des efforts pour tendre, non seulement s'éloigner d'une certaine manière de changer de dirigeants, mais également nous avons des efforts à faire pour tendre vers les standards modernes. Alors pour cette notion d'opposition, c'est également ce que vous parlez, ce que vous expliquez un peu en faisant référence aux notions également de développement, sous-développement, démocratie, dictature. C'est souvent que c'est comme ça entre les pays africains et les pays dits émergents. Oui, bien sûr, ça semble lié. J'ai identifié un paramètre qui serait la jonction, la moyenne ou bien l'addition de la démocratie et du développement. Des deux, c'est-à-dire le D et D, développement et démocratie. Au début du livre, j'ai présenté 4 pays. C'est pourquoi j'ai parlé de comparaison d'inspiration algorithmique, pour reprendre la même démarche pour aboutir à la conclusion. J'ai pris le cas des États-Unis. 10 derniers mandats présidentiels. J'ai pris le cas de la France, les 10 derniers mandats présidentiels. Le cas du Sénégal, les 10 derniers mandats présidentiels. Le cas du Cameroun, les 10 derniers mandats présidentiels, pour essayer de voir combien de présidents se sont succédés dans cet intervalle. Et cet intervalle-là aura occupé quel temps. Pour les États-Unis, ça nous donne 6 présidents en 39 ans pour les 10 derniers mandats. Si on avait 10 présidents, 10 mandats, on aurait dû dire que c'est peut-être, s'il n'y a pas eu de décès entre-temps, c'est comme si chaque président n'aura fait qu'un mandat avant de quitter le pouvoir. Mais bien sûr, on sait que Reagan, par exemple, Clinton ou Obama auront fait chacun 2 mandats. C'est ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec 7 présidents sur 39 ans. Si vous faites par le théorème de Thalès, ce que les gens appellent règle de 3 et que moi j'appelle règle de 4, vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, la durée moyenne pendant ces 39 ans-là, c'est qu'un président passe 6,5 ans au pouvoir. Vous faites le même raisonnement pour la France, vous tombez sur 7 présidents. Mais au lieu que ça fasse 39 ans, ça aura duré 59 ans. En 59 ans, la France a placé 10 mandats et ça a donné 7 présidents. Si vous faites le raisonnement de tout à l'heure, ça tombe sur 8,42. C'est-à-dire que comme en moyenne, les 7 présidents français ont exercé chacun un mandat de 8,42 ans. Vous continuez, faites le même raisonnement pour le Sénégal. Ça va donner 59 ans comme pour la France. Ça fait 4 présidents pour les 10 mandats. Senghor, 4 mandats. Diouf, 3 mandats. Wade, 2 mandats. Et Sall, le mandat restant. Ça fait 10. Donc ça ne tient pas compte du mandat vers lequel nous nous acheminons. Alors, si vous faites le raisonnement tout à l'heure pour le Thalès de tout à l'heure, c'est-à-dire pour voir en moyenne pendant combien de temps séjourne un président du Sénégal au palais, ça fait 14,75 ans environ. Je fais le même raisonnement pour le Cameroun, ça nous donne 2 présidents pour 59 ans. 59 ans pour la France, 59 ans pour le Sénégal, 59 ans pour le Cameroun, ça ne donne que 2 présidents. Et que donc vous faites le même raisonnement, c'est comme si un président camerounais reste au pouvoir pendant 29,50 ans. Et à l'exception de la Chine, qui est une bizarrerie mondiale, c'est comme si la durée des présidents au niveau du pouvoir est une fonction inverse du niveau du développement. Moins les gens durent au pouvoir, plus le pays se développe. D'accord. Alors, est-ce que les mathématiques également ont pu ou ont résolu les problèmes macroéconomiques, les problèmes microéconomiques, comme vous le mentionnez dans le tome 3 du Prince Brexit? Alors, vous savez, comme je disais tout à l'heure, les mathématiques, ce sont des objets. Ce sont des objets, il faut les faire parler. C'est-à-dire que ce ne sont pas ces objets-là qui sont les solutions, mais ce sont les hommes qui sont les solutions en réalité.
Alors, le monde contemporain est un monde d'index ou d'indice. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris le monde, on l'a mis sous forme d'indice. Il y a une infinité d'exemples. Un exemple qui me vient en tête, c'est l'indice du développement humain, IDH. Qu'est-ce que les gens font? Au lieu de... j'ai appelé ça dans le livre la transqualitation. Qu'est-ce que j'appelle transqualitation? On part des qualités, d'une qualité Q, ou de son contraire, moins Q, pour faire une quantité. Puisque jusque-là, c'est le contraire qu'on faisait. On partait des quantités pour donner des qualités. Je donne un exemple. On dit que le PIB, par exemple, d'un pays est égal à petit p. Petit p, c'est un chiffre. Par exemple, disons 1 milliard de dollars. On donne pour notre pays P2, PIB, on dit 10 milliards de dollars. Le fait de dire 1 milliard de dollars et 10 milliards de dollars, ce sont des quantités, mais ça entraîne tout automatiquement avec des qualités, puisqu'on va dire que meilleur, pire, premier, dernier, etc. Rien qu'à partir des quantités. Donc, il y a 1 milliard de dollars et 10 milliards de dollars, on sait que ce produit-là est leader, ce produit-là est dernier. Ce pays-là est développé, ce pays-là est sous-développé. Ce que le monde a fait pendant très longtemps, c'est très facile. Donc, en regardant deux notes d'étudiants, on va savoir qui a bien travaillé et qui n'a pas bien travaillé. Donc, on part des quantités pour aller vers des qualités. La mode actuellement, c'est le contraire. Maintenant, il faut partir de qualité et de leur contraire pour aller vers des quantités. C'est extrêmement difficile. C'est ce que j'ai fait, par exemple, en parlant tout à l'heure de Lumumba. J'ai essayé de dire que ça, c'est une contrainte. Il est là et il sait que dans 24 minutes, c'est fini pour lui. Comment essayer de mesurer cette situation, cet état-là? C'est pourquoi j'ai utilisé une fonction mathématique que j'appelle la fonction inverse. Vous prenez une situation, vous prenez le maximum, vous dites que c'est 100%. Vous dites, qu'est-ce qui va nous mener à la moitié de ces 100%-là, 50%. Ensuite, de 50% à la moitié de 50%, c'est-à-dire 25%. Ensuite, de 25% à 12,5%, 12,5% à 6,25%. Ça nous donne une courbe décroissante comme ça. Alors, ce modèle peut marcher avec beaucoup de choses, dans la nature et dans la culture, c'est-à-dire ce que font les hommes. Je donne deux exemples dans la nature. Vous prenez la radioactivité. Prenez la radioactivité. C'est des éléments chimiques qui se désintègrent de façon invisible, qui donnent de la chaleur, par exemple. Un rayonnement, donc ça peut même être dangereux des fois. Vous avez 100 atomes d'un élément radioactif. En ce moment, ça se désintègre sans pour autant qu'on sache quoi. Ça passe de 100 à 50. Ça passe de 50 à 25, de 25 à 12,5, etc., etc. Si vous regardez cette équation exponentielle décroissante, ça ressemble à une banane. Ça ressemble à une banane incurvée, ok? De la même façon, je suis pharmacien. Si vous prenez un médicament par voie orale ou bien par voie sanguine, il passe dans l'estomac, par exemple, si c'est par voie orale, avant de passer dans le sang. Une fois dans le sang, on voit que le médicament passe également de 100% de la dose à 50% de la dose, de 50% de la dose à 25%. C'est exactement la même courbe que tout à l'heure. C'est exactement la même courbe que tout à l'heure. D'accord. Alors, docteur, on ne pourra pas tout dire dans cette émission avec 4 tomes. Alors, c'est un livre destiné à une catégorie de personnes, parce que quand même, beaucoup de gens pensent que les mathématiques, ça fait mal à la tête. Alors, est-ce que c'est un livre, ou bien ce sont des livres pour les politiciens, pour les scientifiques que vous êtes, où tout le monde peut y trouver sa dose, puisque les mathématiques, quand même, contribuent également à la résolution de beaucoup de problèmes? Oui, je crois que c'est un livre pour tout le monde. On a fait peur aux gens en parlant de mathématiques. C'est vrai que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. On parle de la bosse des mathématiques. Einstein a dit que vous avez des problèmes avec les maths. Je n'étais pas meilleur que vous.
Et on a vu ce que ça a donné. Moi, je n'étais pas particulièrement brillant en mathématiques, moi-même qui vous parle. Il y a des gens qui ont le don, qui comprennent tout de suite. D'autres, c'est des problèmes psychologiques, mais d'autres sont volontaires. Et je voulais insister sur les volontaires. C'est parce qu'il faut s'y mettre. Mais également, c'est un problème de didactique ou bien de pédagogie. Est-ce que ce n'est pas la manière de donner les mathématiques à nos jeunes qui pose problème? Je pense que c'est un problème qui mérite d'être approfondi. Et mieux, ce ne sont pas les mathématiques, la physique ou bien la chimie qui pose problème. Je pense que nous avons un problème de culture scientifique. Ça ne sert à rien de résoudre les équations compliquées en terminale pour décrocher son baccalauréat et 2 mois, 3 mois après avoir des problèmes pour résoudre les mêmes équations qu'on vient de finir en terminale. Plutôt, nous devions former nos jeunes, nos enfants, de sorte pour qu'ils comprennent les objets de la science, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça va, à quoi ça sert. C'est ça qui devrait être notre vision. Mais bien sûr, les mathématiques sont incontournables. On est obligé de les laisser ici et de faire avec. Mais essayons plutôt de voir du côté de la culture scientifique. C'est-à-dire essayer de pouvoir comprendre les choses telles que présentées par n'importe quel scientifique. On parle d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, et que donc ce n'est plus s'isoler avec une matière, la chimie, l'économie ou bien les mathématiques. Il faut intégrer tout ça et donner à nos jeunes suffisamment de culture scientifique. Moi, je milite pour qu'on érige en discipline, en matière, la culture scientifique. Et moi, je pense avoir la solution. On aurait eu un quart de scientifiques purs, un quart de littéraires purs et 50% de gens très cultivés sur le plan scientifique, et on verrait qu'on irait de l'avant. Est-ce que les calculs ont trouvé le prochain président du Sénégal? Comment? Est-ce que les calculs ont trouvé le prochain président du Sénégal? Vous savez, les sciences humaines ont ceci de compliqué. Newton a dit, je peux calculer les mouvements des corps, mais je ne peux pas calculer les mouvements des hommes. Alors, les choses inanimées, ça me permet d'aborder un autre problème, c'est-à-dire que les choses inanimées, jusqu'aux animaux, obéissent à des lois. Ils font toujours ce qu'on leur demande de faire, exactement, ils font toutes les choses de la même manière. Mais dès l'instant qu'on a donné à l'homme le pouvoir de discernement, le pouvoir de choisir le choix, à ce moment-là, on ne peut plus les mettre facilement dans des équations. D'accord. Merci beaucoup, docteur Siré Dia. Okay, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été très heureux déjà. Auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Nous recevions docteur Siré Dia qui nous parlait de ces 4 tomes du prince Prexit. Rendez-vous est pris donc prochainement sur Dakaractu avec un autre auteur, toujours en direct sur Dakaractu.